Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue dans votre émission hebdomadaire. Oui, comme vous le savez, mesdames et messieurs, c'est votre émission Parcours de femmes. Aujourd'hui, sur ces plateaux, nous recevons une dame qui n'est pas à présenter d'ailleurs, une dame qui a su s'exceller dans différents domaines et a su servir le gouvernement de la République du Tchad avec détermination et abnégation. Elle a servi avec loyauté. Aujourd'hui, sur ces plateaux, nous recevons Mariam Mohamed Nour. Bonsoir Mariam Mohamed Nour. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Nous sommes honorés de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Tout l'honneur est pour moi. Merci beaucoup. Je vous remercie. Mais avant de commencer, nos téléspectateurs aimeraient bien savoir qui est Mariam Mohamed Nour. Merci beaucoup. C'est toujours difficile de parler de soi. Je suis Mariam Mohamed Nour, fille de Mohamed Nour Bourma, qui est un chef religieux de l'islam, des membres du Conseil supérieur des affaires islamiques. Et de Khadija Soukara. Et je suis native de Bili. Bili, c'est un village d'environ 6000 âmes actuellement et qui est situé dans le Baguirmi, département du Baguirmi, province du Chari-Baguirmi. Okay. Et je suis mariée à mon cousin, M. Maman Saleh Adam, depuis 52 ans. Waouh, Voilà, 52 ans. 52 ans. D'accord. Et nous avions 3 enfants, mais on a perdu l'aîné, donc maintenant on a 2 enfants, un garçon et une fille, et 5 petits-enfants. Et je suis économiste de formation. Je suis ancienne ministre et ancienne représentante de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. D'accord. Madame Mariam Mohamed Nour, aujourd'hui quand on appelle, ou bien quand on dit, on prononce seulement le nom Mariam Mohamed Nour, on fait directement allusion à cette femme politicienne-là qui a su servir la République du Tchad. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans la politique? En fait, moi, je peux dire que je n'ai pas cherché la politique. Waouh! C'est la politique qui est venue à moi. Intéressant. Tout simplement parce que quand le président Idriss Déby Itno, paix à son âme, est arrivé à la magistrature suprême, je me suis retrouvée dans son tout premier gouvernement, dans le Conseil d'État, comme commissaire adjoint au plan et à la coopération internationale, par la suite secrétaire d'État, ce qui est équivalent à secrétaire d'État. D'accord. Et pendant que j'étais dans cette fonction, il y avait mon frère, mon cousin, donc feu Maman Saleh Ahmed Tibek, qui était chargé de la mobilisation des masses au sein du MPS, qui s'est approché de moi et il m'a dit « Mariam, il faut que tu adhères au MPS ». J'ai dit « Bon, moi, je suis pas politicienne, je suis technicienne et je pense que c'est en cette qualité qu'on m'a nommé secrétaire d'État et je suis pas intéressée parce que quand j'ai fini mes études, je suis arrivée, c'était pourtant de l'UNIR, qui est un parti État, mais j'ai jamais milité. Alors, il me dit, non, tu sais, si tu adhères au MPS, c'est pour aider le président de la République à réussir, en tout cas, sa mission, apporter ta petite contribution. J'ai dit, bon, si c'est ça, je prends la carte. Wow. Donc, j'ai pris la carte du MPS en août 1991. Donc, tout a commencé en août 1991. Voilà, tout a commencé en août 1991. Mais la première fois que j'ai participé à un meeting, c'était en 96, début 96, donc pour le référendum constitutionnel. Donc de la Constitution de mars 96. C'était la première fois que j'ai prononcé un mot à l'occasion des meetings. Politique, un discours, voilà, politique. Voilà, c'était parti comme ça. Et après, donc juste après le référendum, j'ai été nommé par le président Idriss Déby Itno, paix à son âme, comme membre de sa direction de campagne. Voilà, donc nous étions 8 à diriger sa campagne à l'intérieur et à l'extérieur du pays et j'étais la seule femme parmi les 8 personnes. Donc c'était parti comme ça. Le point ici, j'aime bien. J'étais la seule femme parmi les hommes. Les hommes, voilà. C'est la phrase que j'adore, j'adore vraiment. Oui, allez-y s'il vous plaît. Voilà, et donc à l'issue des présidentielles, donc de 96, j'ai été donc nommée secrétaire général du gouvernement. Et avant cela, donc juste après mon adhésion au MPS, comme il y a eu l'avènement de la démocratie, nous avons avec d'autres amis créé l'association des femmes tchadiennes pour le développement. Et c'est au titre de cette association que j'ai participé
à la conférence nationale souveraine. Okay. Voilà, donc ça c'était mon premier forum politique également. Donc voilà, et c'est comme ça que j'ai évolué. Alors on revient un peu à la conférence nationale souveraine, à l'époque où vous avez été, vous avez eu la chance d'être parmi les panels, si je peux dire ces termes, où bon, à la CNS de 93, j'ai été vice-présidente de la commission économie et finances. Super. Voilà, donc parce que comme j'étais économiste, donc j'étais membre, j'étais vice-présidente. Et à l'issue de la conférence nationale souveraine, d'abord pendant la conférence nationale souveraine, j'étais très combattue. Très bien. J'étais très combattue. Voilà. Il y avait quelqu'un qui a voulu me présenter comme deuxième vice-présidente du Présidium. Eh bien, il y avait beaucoup de gens qui se sont ligués contre. Et après, quand Fidel Monguar a été élu Premier ministre, il a voulu me mettre dans son gouvernement. Il m'a appelé pour me consulter. Il voulait me mettre ministre délégué à l'éducation nationale, donc délégué auprès de lui. Et tout ça. Et après, on m'a dit toujours que ce sont mes amis du MPS qui sont allés le voir pour lui de ne pas me prendre. Voilà. Et là, en janvier 94, j'ai démissionné du MPS. J'ai démissionné du MPS parce que j'ai vu que j'étais la cible vraiment des différentes attaques. Et la même année, donc, j'ai démissionné exactement le 15 janvier 94. Et en mai 94, le président Idriss Déby Itno m'a rappelé encore au gouvernement parce que je faisais des allées-sorties, des allers-retours au gouvernement. Et il m'a appelé dans le bureau de son directeur de cabinet qui était Timan Erdini. Il m'a parlé au téléphone en arabe. Il m'a dit, Mariam, Mahala, tu démissionné du MPS. Pourquoi tu as démissionné du MPS? Et moi, quand j'ai démissionné du MPS, j'ai dit mes raisons. J'ai dit, j'ai adhéré au MPS parce que je pensais que c'est un laboratoire d'idées pour vous aider à la prise de bonnes décisions. Mais quand on est jeune, on est un peu bouillant. Donc, j'ai dit, mais je me rends compte que c'est une bande de médiocres qui font tout pour écarter les personnes capables d'apporter quelque chose. Donc, je vous demande de me démettre de ma qualité de membre. Donc, il n'avait pas répondu. Et quand il m'a appelé, donc, en mai 94, il m'a dit, tu sais, j'ai pas accepté ta démission. Et je te nomme ministre du plan pour que tu redynamises ces ministères. Et c'est comme ça que j'étais revenu maintenant ministre du plan et de la coopération, donc après avoir été secrétaire d'État et après avoir été secrétaire d'État aux finances également. Et puis, il y a un épisode aussi qui est intéressant pour vous. Voilà. Quand j'étais secrétaire d'État aux finances, donc jusqu'à mai 92, on a été appelé par Maldoumbada Abbas. Donc, nous, les ministres MPS. Et il me dit, maintenant, on va faire un gouvernement d'ouverture et toi, Mariam, on veut te mettre membre du bureau exécutif du MPS. Et à l'époque, au bureau exécutif du MPS, les membres étaient salariés. Voilà. Voilà, c'était 900 000. Les salaires, c'était le même salaire que les ministres. Et moi, en tant que secrétaire d'État, j'avais 700 000. Eh bien, j'ai répondu à Femal Doumbada Abbas, Allah yarhamou. Donc, j'ai dit, mais je suis pas mûr pour être membre du bureau exécutif. Je peux pas assumer. Donc, laissez-moi militant de base. Laissez-moi militant de base et je vais apprendre. Et là, ça a été mal perçu. Il dit, ah, voilà, Mariam est en train d'aller avec Abdoulaye Lamana, qui est de Massenia, qu'elle est en train d'aller avec XY, etc. Et donc, on m'a enlevé des finances. Je suis restée 2 ans. Donc, avant que le président m'appelle là pour me dire qu'il n'avait pas accepté ma démission, après ma démission donc de janvier 94, et il m'a rappelé au gouvernement. Et après, j'étais vice-présidente du congrès du MPS, deuxième vice-présidente du congrès du MPS de 98. Voilà, ainsi de suite. En tout cas, vous avez plus de 30 ans d'expérience dans la vie professionnelle, hein. Et puis, vous avez eu l'occasion d'occuper plusieurs postes ministériels, que ce soit poste de direction. Vous militez pour la cause féminine, alors je me suis dit, voilà. Voilà, pour la petite histoire, j'ai jamais voulu être ministre de la femme. Parce qu'en tant qu'économiste, du premier et troisième cycle, avec en développement et commerce international, en théorie économique, je me dis toujours que je peux servir tout le monde, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les handicapés. Donc, j'aime bien aider aussi les femmes, mais pas être ministre de la femme. Donc, quand Fidel Monguar m'a appelé pour me consulter, je lui ai dit, il y a 2 choses que je ne veux pas.
Je ne veux pas être ministre de la femme parce qu'il y a beaucoup de femmes beaucoup plus compétentes que moi dans ce domaine. Et je ne veux pas être non plus secrétaire d'État parce que je l'ai déjà été 2 fois et je sais ce que c'est. Donc, j'ai jamais été ministre de la femme. J'ai été ministre du Plan et de la Coopération internationale. Une première fois, sur le plan que j'ai mis beaucoup de temps, d'abord secrétaire d'État, ensuite je suis revenu ministre du Plan et de la Coopération internationale. Ensuite, j'ai été devenu ministre secrétaire général du gouvernement pour une première fois, donc de 96 à fin 97. Ensuite, j'étais devenu ministre de l'Environnement et de l'Eau en 98. Puis, j'étais parti à la FAO. Le maréchal m'a fait revenir pour me confier encore le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale. Donc, c'est les 4 ministères que j'ai occupés. Le portefeuille donc de secrétaire d'État au Plan, secrétaire d'État aux Finances, ministre du Plan 2 fois, ministre secrétaire général du gouvernement 2 fois et ministre de l'Environnement et de l'Eau. Au total 12 ans, pendant 12 ans. Pendant 12 ans, wow. 12 ans de service à la nation. D'accord. L'ambassadrice Mariam Mohamed Nour, vous êtes militante des droits des femmes. Vous aimez beaucoup plus défendre les femmes en créant des associations et autres. Pourquoi ce militantisme pour la cause féminine? Bien, parce que je me dis que chacune d'entre nous, là où elle est, quand elle est arrivée quelque part, elle doit aider les femmes. Parce que les femmes ne connaissent pas leurs droits et les femmes sont un peu lésées également. Donc, il faut les aider à avoir leur autonomisation, c'est-à-dire s'occuper d'elles-mêmes, s'occuper de leur famille. Et il y a un équivoque qu'il faut lever, c'est que quand une femme est autonomisée, ça ne veut pas dire que c'est contre l'homme. Non, c'est parce que nous sommes complémentaires. J'ai toujours l'habitude de dire que la femme sans l'homme, c'est une maison sans toit. Voilà, parce qu'il y aura des intempéries, il y a le soleil, il y a tout. Donc les deux vont ensemble, c'est les piliers de la famille. Mais nous savons que nous vivons dans un monde qui évolue. Et donc, si la femme et l'homme sont épanouis, les enfants seront mieux éduqués, les charges de la famille seront partagées, etc. Et donc, c'est pour ça que je milite pour vraiment l'autonomisation de la femme. Vous êtes présidente du CONAF, présidente de l'Association des femmes pour le développement. J'espère bien. J'ai pas. Ok, d'accord. Alors, parlez-nous un peu de votre carrière, de la vie associative. Pourquoi la création du CONAF? Comment est-elle née? Quel est le déclic de cette création du CONAF? Alors, le CONAF, c'est le Conseil national des femmes leaders du Tchad. On était en janvier 2014. On était à Addis Abeba pour le sommet de l'Union africaine. J'étais avec Madame la ministre Mariam Ali Moussa, qui était à l'époque point focal du MAEP. Et on est arrivé à l'ambassade, on passait, et puis la première dame nous a aperçus, elle nous a appelés. Ok. Et elle a dit, je voudrais que vous m'aidiez à aider les femmes. Est-ce que vous avez, quelle proposition vous avez? Et alors moi, j'ai dit que quand j'ai vécu au Mali et en Mauritanie, nous avons créé un groupe de femmes leaders. Et donc, il y a les ministres, il y a nous les représentants des agences des Nations Unies, il y a d'autres, il y a du secteur privé. Et nous, les ambassadrices aussi des États-Unis, les diplomates en tout cas qui étaient là-bas, et on se réunissait une fois par mois et on débattait des problèmes des femmes et on proposait des solutions. Donc on aidait les ministres qui étaient en fonction, etc. et comment faire pour faire évoluer le statut de la femme. Et donc on peut faire quelque chose de semblable. Alors elle a dit non, moi j'aimerais qu'il n'y ait pas des étrangères dedans. Il faut que ça soit seulement que les femmes tchadiennes leaders. Et si vous pourrez m'aider à créer une telle structure. Et c'est comme ça qu'avec Mariam, on lui a proposé le texte. Et après, elle a associé d'autres femmes aussi, Madame Loum, toutes les femmes leaders là, Madame Landine Iber et d'autres. Donc, et on a finalisé le texte, Amina Aché et tout. Donc, et c'est comme ça que le CONAF est né en mars 1994 et il a été reconnu officiellement
le 18 décembre 2014. 2014, waouh. Donc, des ça années. fait 10 ans, 10 ans maintenant. Ok, d'accord. Et parlez-nous un peu de l'objectif même de CONAF. Qu'est-ce qu'elle fait au quotidien de la femme? Alors, le CONAF, donc, c'est le Conseil national des femmes leaders du Tchad, comme je l'ai dit. Et les femmes leaders, il y en a au Tchad. Celles qui travaillent dans l'administration, ceux qui sont dans la politique, ceux qui sont responsables des associations, des groupements villageois, celles qui travaillent dans les ministères, qui sont cadres. Donc, c'est toutes ces femmes, la première réunion, c'était environ 400 femmes leaders qui étaient venues. Wow. Et donc, on a adopté les textes et tout. Donc, l'objectif, c'est d'œuvrer dans le stratégique. Parce que les associations féminines, comme toutes les associations de la société civile, il y en a beaucoup. Il y en a des centaines. Et donc, le CONAF, il est dans le stratégique à améliorer les statuts de la femme, parvenir à l'autonomisation politique, économique et sociale de la femme. Donc, vous ne nous trouverez pas en train d'apprendre aux femmes de faire du savon, fabriquer du savon, ou bien de faire les maraîchages. Ça, c'est les autres associations. Donc, nous, c'est pour l'amélioration. Alors, la première action qu'on a faite, on a préparé les femmes pour le premier dialogue national inclusif de 2018. Donc, on leur a fait un pré-forum. Ensuite, elles ont participé et on a sorti des résolutions. On s'est bien organisé dans la prise de parole et tout. Et après, on a, comme j'étais nommée ministre SGG encore à l'issue du forum, le forum dont j'étais première vice-présidente. Et donc, le premier texte qu'on a sorti, première loi, c'est l'ordonnance 12. Donc, on a sorti pour que les femmes soient vraiment représentées dans les fonctions nominatives et électives avec un quota donné. Donc, le quota était de 30% qui peut aller jusqu'à 50%. Donc, c'est l'ordonnance 12 du 22 mai 2018, juste après la constitution du 4 mai. Et ensuite, on a aussi aidé les femmes. On s'est dit, alors une fois qu'on a obtenu cette ordonnance, on s'est rendu compte que les femmes ne représentent que 22% des fonctionnaires de l'État tchadien. Wow. Et si vous cherchez dans les 22%, la majorité, c'est des secrétaires, des personnels d'appui. Donc, les femmes cadres, c'est à peine 10%. Donc, vous ne pouvez pas faire 30% avec 10%. Avec 10%, exactement. Voilà. Donc, il faut, intégrer les femmes à la fonction publique. Donc, on a saisi les maréchals par rapport à ça. La fonction publique était fermée à l'époque. On lui a dit vraiment, vous voulez que l'ordonnance 12 soit mise en œuvre, il faut intégrer les femmes. Exactement. Et il a mis la barre haute. Il a dit Bac 5 et plus. Donc, on a lancé l'opération et on a collecté 250 dossiers de femmes, jeunes femmes qui ont Bac plus 5 et plus, qui ne sont pas intégrées à la fonction publique. On a amené à l'ONEX et l'ONEX a vérifié. Il a trouvé 150 bons dossiers. Et donc, je suis allée voir le maréchal. Il a autorisé 100 recrutements par an. Il dit, mais vous avez autorisé 100%. Maintenant, on a trouvé 150 bons dossiers. Donc, comme c'est la première fois, vraiment, est-ce que vous pourrez prendre les 150? Voilà, les 150. Ça sera un bon signe, un bon acte en direction des femmes. Et parce qu'il y a les directions qui vont venir aussi. Oui. Les femmes vont voter pour vous. Voilà. Et il a donné son OK. Mais il y avait trop d'embûches. Il y a trop d'embûches. Donc, il y a une partie seulement des 150 qui ont été recrutées. Après, en tant que ministre SGG, j'étais dans le comité de recrutement quand il a annoncé qu'il y aura 20 000 jeunes qui seront recrutés. Alors, comme j'étais dans le comité, j'ai dit, bon, maintenant, les femmes, ça doit être 7 000. Ça tombe bien. Voilà, ça doit être 7 000. Parce que 30% de 20 000, c'est un peu plus de 6 000. Donc, mettons la barre à 7 000. Mais c'était dur. In fine, donc, en 2020, je pense qu'on a fini avec 600 femmes qui ont été recrutées à la fonction publique. Ensuite, on a dit aussi, parce que j'ai parlé avec les Rwandaises, comme j'ai travaillé avec le président Kagame dans la réforme de l'Union africaine, et eux, ils sont très avancés dans le domaine de la promotion de la femme. J'ai dit, mais comment vous avez fait pour avoir autant de femmes dans le Parlement, autant de femmes? Il y a 60% de femmes dans leur Parlement. Et dans les hautes fonctions, ils ont dit, il faut tabler sur l'enseignement supérieur. Et donc, le CONAF a lancé Bourse d'excellence en 2018. Donc, on a fait une soirée de gala à l'occasion de la JIFA, Journée internationale de la femme africaine. Donc, on a collecté des fonds et on a démarché les instituts de formation. Donc, HECTCHAT nous a donné 5 places, IFSOP nous a donné 2 places, SGEP nous a donné également, lycée d'Atouma. Nous, on a voulu l'enseignement supérieur. Bon, on a reçu des offres aussi pour les lycées et puis même les maternelles au niveau de Washington
International Academy. Et donc, à l'heure où nous parlons actuellement, nous avons 300 femmes. 300 jeunes femmes, jeunes filles qui sont boursières du CONAF. Wow. Et donc, il y en a qui ont fini avec le master, il y en a qui ont fini avec la licence, d'autres ont eu le bac. Donc, on envisage de faire une cérémonie pour elles dans les jours à venir, pour maintenant démarcher le secteur public et privé pour leur trouver des emplois. Et nous avons également fait une formation en 2021 pour celles qui veulent briguer les fonctions électives. Parce que quand j'étais en poste au Mali, il y avait une dame qui était très brillante, qui était maire dans une ville qui s'appelle Gundam. Et elle travaillait très bien, tout le monde reconnaissait qu'elle travaillait bien. Elle voulait être députée, mais elle ne savait, comme elle ne connaissait pas les textes, elle ne savait pas qu'il fallait démissionner de son poste de maire. À cause de ça, elle a été recalée. Donc je me suis dit, il faut que vraiment les femmes connaissent les textes qui régissent les élections, qu'elles connaissent les institutions qui gèrent les élections, qu'elles sachent comment faire un recours, etc. Et donc nous avons fait une formation en 2021, en mars. Nous leur avons élaboré un guide de la candidate. Et bien maintenant, on est en train de travailler avec Madame la ministre d'État, ministre de la Femme, pour faire la même formation. On voulait faire même 2 formations en 2 temps. Une formation là maintenant, elle est en train de chercher du financement pour que les femmes connaissent la législation d'abord maintenant. Et comment battre campagne, comment avoir confiance en soi. Et comment communiquer politiquement. Et maintenant, la deuxième phase de la formation, ça sera leur apprendre maintenant les métiers. Celles qui sont élues. C'est quoi une conseillère municipale, c'est quoi une conseillère communale, provinciale, et c'est quoi un député. Donc, quel est le travail effectif qu'elles doivent faire. Et donc, voilà un peu sur quoi le CONAF travaille. D'accord. Là, j'avais aimé vous demander quelles sont les réalisations que vous avez faites. Mais voilà, vous m'avez déjà étalé toutes les réalisations. Pardon, entre autres, il y a beaucoup d'autres. Voilà. Et là, du coup, vous n'êtes pas seulement, disons, militante de droits des femmes, vous n'êtes pas seulement Maria Mamanour, la politicienne qu'on la connaisse, mais aussi vous avez la passion et aimez l'écriture. Alors, vous avez écrit en juin 2021, c'est bien cela? En novembre plutôt 2021, un ouvrage autobiographique, Al-Jawhara, une fille du Sahel tchadienne, n'est-ce pas? Oui. Pouvez-vous nous parler un peu de cette histoire de Jawhara? Très bien. Al-Jawhara, d'abord, c'est mon prénom. Je m'appelle Mariam Al-Jawhara. Je suis l'homonyme de la grande-tante de ma mère. En français, on dit grande-tante, mais la tante plutôt, c'est sa tante paternelle. Donc, j'ai lu beaucoup, moi. J'ai lu beaucoup, j'ai une bibliothèque. Si vous étiez venu à la maison, on allait faire la bibliothèque. Voilà, j'ai 1500 ouvrages dans ma bibliothèque. Voilà. Et donc, j'ai lu beaucoup. Et j'ai lu beaucoup d'ouvrages autobiographiques. Et à l'époque, quand j'ai démarré dans la fonction politique, publique, je ne savais pas comment me comporter. Ok. Parce que, est-ce que je dois boire du vin? Est-ce que si on m'offre et que je ne bois pas, est-ce que c'est pas mal vu? Supposons que je suis à l'extérieur. Vous voyez? Et puis, vous avez dû voir une photo du gouvernement de mars 91. Du gouvernement de Alingué, où j'avais la tête découverte. Voilà, donc je me dis, si je couvre la tête, on va dire que je suis arriérée ou quoi. Voilà. Et donc, je me cherchais en fait. Alors, je suis tombée sur l'ouvrage de Amadou Ampateba, Amkoulel l'enfant peul. Et ce livre, vraiment, m'a permis de me réaliser. D'être fière d'être africaine. D'être fière d'avoir une culture africaine de base. Et de ne pas être complexé, d'être musulman, d'être né dans un village, etc. Et parce que c'est son parcours qu'il décrit. Son parcours, son enfance, ses parents, etc. Les villages, comment il a évolué, quelles sont les valeurs qui lui ont été communiquées. Et je me suis dit, tiens, d'abord le Tchad n'est pas très connu. Et nos jeunes, je suppose qu'ils sont dans les mêmes désarrois que moi. Donc, ils se posent des questions. Donc, il faudrait que moi aussi, je témoigne et que je mets un accent particulier sur notre société, nos valeurs.
Et c'est ça qui a donné naissance à Al-Jawhara, qui est le premier tome de mes mémoires. Et ça décrit d'abord mon origine, qui est diverse. Je suis ici de 3 ethnies. Wow. Voilà, diverses. Et la vie dans mon village natal, la vie à Bokoro, où j'ai fait mon école primaire, mon CP1, et la vie à Fort-Lamy. Et comment j'ai étudié, comment on s'est battu à l'époque et tout ça pour évoluer, et comment on vivait, j'alliais le travail, l'école et la maison, la vie au foyer et tout ça, donc je décrivais. Et comment, par exemple, dans notre maison à Marianne Dafak, maison de mon mari, donc moi j'étais mariée à l'âge de 16 ans, mariage Fatia, mariage religieux, c'est 14 ans. 14 ans, ok. Voilà, fiançailles 10 ans. Parce que mon père, dès que j'avais 10 ans, il a dit, Mariam va grandir. Pour mon neveu, Maman Saleh. Voilà, 14 ans, c'est le Fatia. 16 ans, j'ai regagné mon foyer le jour où on a affiché le BPC. Et donc, j'ai évolué dans notre maison. Donc, c'était tous les jeunes qui venaient d'Abdéché, qui ont étudié au lycée franco-arabe et qui sont retrouvés ici à N'Djamena, donc qui étaient à la maison. Qui venaient, il y en a qui habitaient, d'autres qui venaient. Et donc, la maison a été surnommée le campus. Nommé le campus, donc tu trouves tout le monde. Et on ne connaît pas les ethnies des gens. Voilà. Tu vois des personnes comme Hassan Adoumbakhit, comme Bichara Doudoua, comme Galingote, voilà, comme Mohamed Ahmad Al-Habbo. Lui, il était campusien parce qu'il était tout le temps. Lui, il était mon mentor, hein, Mohamed Ahmad Al-Habbo, fait Orozi Fodeibo. Donc, c'est eux qui m'ont coaché pour que j'ai les bac C. Parce que j'étais la 2e promotion des femmes qui ont un bac C. Et donc, il y avait tout le monde qui était là. Il y avait Kassouré. Donc, c'était des jeunes qui discutaient pour refaire le monde, pour apporter leur contribution au Tchad. Donc, ils ne cherchaient pas qui est qui. Et donc, c'était une ambiance très intéressante, donc, que j'ai décrite aussi. Et donc, c'est pour que les jeunes, c'est un témoignage pour eux, en fait, pour qu'ils soient fiers de ce qu'ils sont, le fait qu'ils sont tchadiens, et être fiers de leur culture. Ne pas chercher, maintenant, surtout maintenant, votre période, elle est pire que la nôtre, parce qu'avec TikTok, avec tout, donc tout ce que vous voyez, vous pensez que c'est ça, les valeurs. Et donc, alors que nous avons nos propres valeurs qui sont des valeurs intéressantes. Exactement. Nous tendons presque vers la fin de notre émission, mais avant de dire au revoir, nous avons encore, disons, 2 petites questions à vous poser. À titre de distinction honorifique, dont vous avez eu l'honneur d'être l'ambassadrice du Tchad, en tout cas, voilà. Vous avez été élevée à la dignité de l'ambassadeur du Tchad en juin 2020 et un grand officier, commandeur et chevalier de l'ordre national du Tchad, commandeur de l'ordre national du Mali, officier du mérite mauritanien et officier du mérite français. Fierté, disons, pour nous, les femmes tchadiennes. Avec tous ces honneurs que vous avez eus, quels sont vos sentiments? Merci beaucoup. D'abord, quand on vous confie un travail, il faut bien le faire. D'accord. Il faut vous investir à fond. Donc, savoir que là où vous êtes, vous apportez une pierre, une petite contribution. Ne serait-ce qu'une petite contribution pour l'édification, par exemple, du Tchad. Et partout où j'ai été, au Togo, je venais de démarrer à la FAO, donc je ne maîtrisais pas encore la FAO. Mais au Mali, où je suis restée 8 ans, c'était au temps de fait Amadou Toumani Touré, donc il a voulu que je reste. Parce que chaque fois qu'on veut me muter ailleurs, il demande à Jacques Diouf, et à son âme, qui était notre directeur général de la FAO, de me laisser. Et donc, je me suis investie à fond. Je peux dire à la limite que je connais plus le Mali que le Tchad. Parce que quand on s'occupe de l'alimentation et de l'agriculture, donc c'est les paysans, c'est les éleveurs, c'est c'est l'agroforesterie, c'est la pêche. Et donc, avant, c'était des Occidentaux, ou bien l'Afrique du Nord. Donc, j'étais la seule de l'Afrique subsaharienne. Et donc, en Mauritanie aussi, ils ont été satisfaits. Et puis, le fait quand même, hein, d'avoir été au gouvernement m'a beaucoup aidé dans mes relations avec les autres pays, les gouvernements. Et donc, le président mauritanien aussi, c'était Mohamed Ould Abdelaziz, m'a donné aussi la distinction d'officier de mérite mauritanien. Et dans mon pays, le Tchad, la première décoration que j'ai eue, c'est chevalier. Chevalier, oui. Voilà. Ensuite, j'ai sauté directement à commandeur. À commandeur après. Voilà, commandeur, c'est
c'est à l'issue des deux forums, là, le forum numéro 1, forum national inclusif. Voilà. Et ensuite, j'ai eu la dignité d'ambassadeur en juin. Et ensuite, j'ai eu les grands officiers. C'est à l'issue du travail qu'on a fait avec le président Boukouni Wede sur les politiques, avec les politico-militaires. C'est déjà une fierté pour nous, les femmes. Voilà, pour moi aussi. Et mon pays m'a honoré. Et donc, je suis... parce qu'on dit souvent, il faut pas se demander qu'est-ce que le pays a fait pour vous, mais qu'est-ce que vous avez fait pour le pays. Pour le pays, exactement. Et moi, je pense que mon pays a fait beaucoup pour moi. Et je remercie le bon Dieu et je remercie vraiment les plus autorités, les maréchal Idriss Déby Itno, le président Mamadou Idriss Déby Itno, de m'avoir vraiment donné toutes ces distinctions. Non, et je pense que ça doit être un exemple pour les femmes tchadiennes. C'est ce que j'allais même dire, voilà, effectivement. Voilà. Un exemple parfait de bien faire votre travail quand on vous confie quelque chose. Voilà. Que ça soit petit, vous devez le faire avec détermination, comme l'a fait Maria Mahmoudno. Voilà, nous sommes déjà à la fin de notre émission, mais on ne peut pas dire comme ça au revoir. Quel conseil que vous avez à donner à ces jeunes filles et femmes-là qui souhaitent vraiment se lancer dans la même carrière que vous? Voilà, ce que je peux donner comme conseil aux femmes, aux jeunes femmes, c'est de développer la culture de l'excellence. Chercher à apprendre, à maîtriser leur dossier. Maîtriser leur dossier. Parce que vous savez, pour celles qui ont été membres du gouvernement, qui travaillent avec les partenaires, si on vous amène un rapport, il faut le lire. Il faut le lire complètement pour pouvoir réagir. Parce que sinon, on vous fait avaler des couleuvres. Wow. Voilà, on vous fait avaler des couleuvres. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Je peux vous donner un exemple. Quand j'étais ministre du Plan, là, fin 2013 à début 2017, il y avait un rapport de la Banque mondiale et où il critiquait notre armée. Pour dire notre armée, c'est comme une armée de pacotis, que c'est des fausses valeurs qu'on nous attribue. Voilà, que la gouvernance est blanche, etc. C'était par rapport à l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés. Et donc, moi, j'ai lu tout. J'ai tout lu. Et je suis allée voir le maréchal. J'ai dit, mais voyez, voilà ce qui a été écrit. Et nos techniciens ne lisent pas. Donc, les techniciens ne se sont peut-être pas aperçus. Ou bien, donc, ce monsieur-là, on l'a déclaré qu'on ne veut plus de lui, hein, FMI, il est de l'FMI, hein, c'est pas Banque mondiale. FMI, on a dit qu'on ne veut plus qu'il reste sur le dossier du Tchad. Hein? Parce qu'il risquerait Voilà. Une autre fois, c'était par rapport au projet pétrolier, le pipeline Tchad-Cameroun. Il y a eu une étude sur l'immigration qui a été faite par un grand bureau d'études qui est Dam Semour. Et dans le rapport, ils ont dit que la population de Doba va croître seulement de 1,5% quand il y aura le pétrole. De deux, que les autres Tchadiens qui ne sont pas de Comé et autres là, donc pour être recrutés, ils doivent accepter d'être enrôlés, comme dans l'armée, contre les gîtes et les couverts. Il y aura une affluence des prostituées et qu'il faudra instituer un couvre-feu de 21h à 5h du matin. Nous, on arrive à Houston à 15h avec les décalages horaires, on était fatigués. On nous donne le rapport pour nous dire demain à 9h, on a une réunion dessus. Donc moi, j'ai veillé, j'ai pas dormi, j'ai lu les documents et j'ai trouvé tout ça. Alors le lendemain matin, j'ai dit à mes collaborateurs, on se retrouve à 8h pour regarder, échanger dessus. Et les pauvres, ils étaient fatigués, ils n'ont pas lu. Donc on était allés devant l'équipe des Exxon et j'ai dit, bon, nous ne contestons pas vraiment la compétence des Dam Semour, mais le Tchad, là, ils ne le connaissent pas mieux que nous. Nous avons des consultants nationaux, il faut les engager pour qu'ils travaillent. Et deuxièmement, ça, c'est une méconnaissance totale du Tchad, et puis c'est des inepties qui sont dites. Donc, il faut, nous rejetons ces rapports. Donnez-nous, nous, un mois. Nous allons nous-mêmes faire notre rapport. Et nous vous invitons au Tchad. Pour venir. En brousse. Voilà, parce que nous, notre projet, c'est un projet de lutte contre la pauvreté. Donc, on va pas rester dans les hôtels, on va rester en brousse et essayer d'étudier. C'est notre rapport, là, que nous, on va vous produire. Et donc, c'est pour dire qu'il faut développer la culture. Si on veut évoluer, qu'on veut être reconnu, il faut développer la culture de l'excellence. Chercher à apprendre, maîtriser les textes. D'accord. Moi, je suis sûre qu'il y a beaucoup de nos jeunes qui ne savent pas. Ils pensent qu'on peut prendre des raccourcis pour gravir les échelons et être responsabilisé. Non, il faut mériter. Et deuxième chose importante,
c'est la solidarité entre les femmes. Nous ne sommes pas du tout solidaires entre nous. Quand une femme est nommée quelque part, eh bien, on se dit, pourquoi elle? Pourquoi toujours elle? Il faut qu'on fasse tout pour prendre sa place. Non. Si une femme est nommée quelque part, mettons-nous ensemble pour l'aider à réussir sa mission. Si elle réussit sa mission, on va dire que c'est la femme qui a réussi, la femme tchadienne qui a réussi. Et puis les responsabilités, les postes, c'est le bon Dieu qui donne. C'est le bon Dieu qui donne. Si c'est écrit que vous devez avoir cette fonction-là, vous allez l'avoir, quel que soit les cas. Et donc, là, j'invite les femmes à beaucoup plus de solidarité, à se soutenir mutuellement, pour que chacune d'entre nous qui est quelque part réussisse sa mission. Donc voilà mon mot de la fin. Ah oui, disons en Merci. grosso modo, les slogans que la femme doit retenir en tête est Woman support woman, c'est-à-dire femme doit soutenir femme pour exceller. Voilà, c'était Maria Mamadnour avec nous. Vous avez écouté son histoire passionnante et j'espère que vous allez en approprier pour que vous puissiez mieux faire qu'elle a. Et à la semaine prochaine avec une autre femme. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.